Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème de quelque chose qui nous fait souvent défaut, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, c'est l'estime de soi. Alors déjà, l'estime de soi, c'est quoi ? Eh bien, c'est le regard qu'on porte sur soi. C'est un jugement positif ou négatif qu'on a de soi, le respect qu'on a pour soi et l'émotion qu'on ressent lorsqu'on émet ce jugement. L'estime de soi est liée à la confiance en soi, mais c'est pas tout à fait la même chose. L'estime de soi, c'est vraiment sur la valeur qu'on se donne, par rapport à nos comportements, par rapport à qui on pense être et ce qu'on aimerait être. Alors que la confiance en soi, c'est l'assurance de notre capacité à réussir quelque chose. On peut avoir une bonne estime de soi, mais manquer de confiance en soi. Cela dit, la plupart du temps, les deux sont très liés. Et oui, parce que si je pense que je n'ai aucune valeur, je vais avoir du mal à me dire que je suis capable d'arriver à faire quelque chose. Et c'est un cercle vicieux parce que comme j'ai peur de ne pas y arriver, je vais me mettre en situation d'échec, évidemment, et comme je suis en situation d'échec, je me trouve nulle et je me dévalorise. Comment savoir si je m'estime ? Eh bien, posez-vous la question, en fait, tout simplement. Est-ce que j'ai de l'importance ? Est-ce que je me sens important ? Est-ce que j'ai de la valeur ? Est-ce que je me respecte ? Est-ce que je pense être aimable ? Et est-ce que je m'aime ? Alors ça ne veut pas dire avoir un ego surdimensionné en se pensant supérieur aux autres, pas du tout. L'estime de soi, c'est uniquement vis-à-vis de soi. C'est le rapport entre ce que je suis et ce que j'aimerais être. L'estime de soi va être faible s'il y a une grande différence entre ce que je suis ou la façon dont je me perçois et ce que j'aimerais être. Mais j'aimerais être qui et par rapport à qui ? Parce qu'avoir de la valeur, se sentir important, c'est souvent en comparaison avec quelqu'un d'autre. C'est aussi être en attente d'une reconnaissance de l'autre pour conforter notre valeur. Et c'est aussi le regard, le jugement des autres sur soi. Or, c'est biaisé, parce que l'estime de soi, c'est l'amour qu'on se porte. Et cet amour, il est inconditionnel. Il n'est pas conditionné à quelqu'un ou quelque chose. C'est entre moi et moi. Je m'aime tel que je suis. Et ça devrait être inébranlable, or ça ne l'est pas parce que l'estime de soi, il peut être mise à mal tout au long de notre vie, car pour la plupart, il dépend beaucoup trop justement du regard et du jugement de l'autre sur nous. On a souvent tendance à se comparer aux autres pour savoir où on se situe et pour évaluer sa propre valeur. Et ça, c'est très culturel et sociétal, et ça commence dès le plus jeune âge, dès la naissance même. Si peu qu'on soit le deuxième enfant d'une fratrie, déjà on arrive en deuxième. C'est tout bête, mais il y a déjà cette compétition entre le premier et le deuxième, puisqu'être le premier, c'est être le vainqueur. Donc pour le deuxième, il va ramer parce qu'il va toujours vouloir faire son possible pour être aussi bien que son grand frère ou sa grande sœur. Et pour peu qu'il entende de ses parents ou de sa famille des comparaisons, même si c'est pas fait méchamment la plupart du temps, mais dans sa tête, dans son esprit, ça aura un impact. Alors, parlons-en des parents justement parce que oui, encore une fois, ce sont nos parents les coupables. Alors évidemment, ne le prenez pas au premier degré, ce n'est ni une condamnation ni un jugement, mais le fait est que l'estime de soi se construit dès la naissance. Et elle se construit par les mots que l'enfant reçoit de sa figure d'attachement, qui sont pour la plupart du temps les parents. Et on en revient à nos fameuses blessures, car, vous l'aurez compris, tout part de là. D'ailleurs, je fais juste un petit aparté, mais l'autre jour, j'ai lu un article sur le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau, et c'était une psychologue qui démontait le livre d'une façon que moi, j'ai trouvée assez agressive, et elle commence en écrivant « Il y en a marre de ces bouquins où c'est toujours la faute des parents, c'est trop facile de rejeter la faute sur eux, il faut aussi se prendre en main, se responsabiliser. » Bon, ça c'est pas faux, mais je me suis demandé si elle l'avait vraiment lu. Et là, typiquement, elle donne l'impression de se sentir attaquée, quoi.
Comme si on remettait en cause ses compétences de parent. Et elle prend, en fait, le fait de dire qu'elle est psychologue et qu'elle sait mieux, en réalité, je pense, pour moi, c'est pas lié, quoi. Elle s'est vraiment sentie attaquée. Pour une psychologue, j'ai trouvé ça un peu ouf quand même, hein, et c'est là où je me dis que t'as beau avoir un diplôme, j'irai pas te consulter. Parce que, quoi qu'elle en dise, l'origine, ce sont bien les parents. Mais personne ne condamne parce que chaque parent trimballe ses casseroles comme ses propres parents et leurs parents, etc., etc. On traîne ça de génération en génération. Donc personne ne blâme personne, évidemment. Mais aujourd'hui, avec la prise de conscience et les connaissances qu'on a à disposition, on peut faire autrement quand même dans l'accompagnement de nos enfants par rapport à nos parents ou ceux de ma génération. Alors il est vrai aussi que chaque enfant est différent et que selon son degré de sensibilité, comme pour les enfants hypersensibles par exemple, bien la construction de l'estime de soi va être plus ou moins difficile. Il y a quand même des exceptions, et j'en parlerai tout à l'heure, mais l'estime de soi peut être ébranlée même si nos parents ont fait tout ce qu'il fallait. Et puis, si je dois ajouter une touche spirituelle, mais néanmoins très importante, il y a aussi le point de vue de l'âme. Et parfois, notre plan d'incarnation prévoit le travail sur l'estime sur soi. Et c'est même très très fréquent. En séance d'hypnose transpersonnelle, je dirais que ce sujet, il ressort 1 fois sur 2. Donc, même si on a eu des parents très sécurisants dans ce domaine, si c'est ce qu'on est venu expérimenter, on n'y échappera pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'estime de soi, ça se construit dès le plus jeune âge. J'en ai déjà parlé longuement dans l'épisode sur les 5 blessures, que je vous invite à écouter d'ailleurs, donc je vais pas m'attarder ici, mais juste pour rappel, les parents sont un miroir pour l'enfant. Donc l'image qu'il va avoir de lui, c'est l'image qu'il va percevoir de ses parents sur lui à travers des paroles ou des comportements. S'il entend régulièrement qu'il est bon à rien, il y a fort à parier que dans sa vie professionnelle, ce soit compliqué. Ce sont ces fameuses fausses croyances dont je parle souvent. Mais ces fausses croyances, elles nous pourrissent la vie en fait, parce que c'est ancré et parfois très profondément en nous. En revanche, à l'inverse, si l'enfant est encouragé par son parent quand il tombe ou qu'il se trompe, qu'on lui reconnaît le droit à l'erreur, qu'il se sent aimé quoi qu'il fasse ou quoi qu'il dise, qu'il est félicité, qu'il se sent accepté tel qu'il est entendu et écouté quand il en a besoin, qu'il est encadré avec des règles claires, qu'il se sent en sécurité, là vous avez quand même un bon petit combo pour avoir des bases assez solides et propices à une belle estime de soi. Et malgré les difficultés qu'il rencontrera dans sa vie, il les affrontera plus facilement. Mais cette estime de soi n'est pas inébranlable, et même si on a eu des bases solides, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines situations plus ou moins violentes peuvent la mettre à mal. Donc oui, parents qui m'écoutez, même si vous accompagnez vos enfants de la meilleure manière qui soit, il arrive que ça ne suffise pas, car l'estime de soi, elle évolue en fonction de ce que l'on vit. Alors concrètement, comment notre estime de soi peut être mise à mal ? Commençons par l'école. Si je suis rejetée par une ou plusieurs personnes, si on se moque de moi, sur mon physique, ma façon de m'habiller, mon milieu social, le cas extrême étant évidemment le harcèlement, mais croyez-moi, on n'est pas obligé d'aller dans l'extrême pour perdre son estime de soi. Un événement anodin et tout peut basculer. Et l'adolescence est un moment charnière dans une vie et on est vite déstabilisé. Je me souviens d'un truc qui m'a vraiment fait du mal. J'avais 13-14 ans, je pense, à l'époque, et on était en vacances en camping avec mes parents, et j'étais folle amoureuse d'un garçon. Bon, j'ai toujours été une amoureuse d'ailleurs, mais bon. Et on était tout le temps collés ensemble, sauf que, pour lui, pas de bol, j'étais plutôt une bonne copine. Et un soir, je sais pas ce qui lui prend, il me fait une tirade, une déclaration d'amour. Là, je vous raconte pas dans quel étage je suis au 7e ciel, dans les nuages. Bon, je vais redescendre très vite, parce que ce petit merdeux me dit « T'as vu, je joue bien la comédie, hein ?» Si, oui, je vous jure que c'est vrai. Alors là, le sol s'est dérobé sous mes pieds, je me suis sentie comme la dernière des merdes. Estime de soi sur une échelle de 10, moins 1000. Ça a été horrible. Et j'ai ri, évidemment, pour bien masquer ma peine et pas lui montrer à quel point j'avais honte. Mais moi qui me trouvais déjà pas terrible et assez nulle, en vérité, là, ça n'a fait que renforcer ce sentiment, bien évidemment. Le truc avec l'estime de soi, c'est que si déjà on n'a pas des bases stables, chaque petit événement de la vie vous écrase petit à petit.
Et l'enfance et l'adolescence sont des passages où on est particulièrement vulnérable et sensible, et que quand on est moqué, isolé, rejeté et harcelé, et que ces actes sont répétés, comment je peux m'accepter en fait ? Comment je peux m'aimer quand je me sens honteux, seul ou trahi quand notre bourreau est quelqu'un que l'on aime ? Si je sens que les autres ne m'aiment pas, comment moi je peux m'aimer ? Et l'une des conséquences chez les ados ou même les enfants, c'est le repli sur soi, la dépression, et parfois ces sentiments sont tellement forts que la seule solution pour y échapper, c'est l'acte ultime. Alors heureusement, bien évidemment, tout ne passe pas à l'acte et ça ne va pas aussi loin, mais ça peut impacter une vie et se reconstruire peut prendre des années, quand on y arrive. Alors là, je prenais des exemples de l'impact des autres sur notre estime, mais il y a aussi l'impact sociétal et notamment dans la réussite scolaire. Selon l'importance que notre environnement familial y attache, si on échoue dans nos études ou si on ne choisit pas une voie supérieure, entre guillemets, l'estime de soi va en prendre un coup. On vit dans une société où la réussite scolaire est très importante, même si ça change quand même depuis quelques années, mais les métiers manuels, par exemple, sont dévalorisés et certaines filières sont même considérées comme des voies de garage. Un gamin qui fait un bac STMG aujourd'hui ou un bac pro, par exemple, dans un lycée où il y a des filières classiques, ceux qui sont en filière pro sont souvent moqués. Et si en plus ce gamin a des difficultés, là il est vraiment considéré comme nul. Et si son estime de soi était déjà assez bas, ça va être compliqué pour lui. Et puis après, ça se poursuit dans notre environnement professionnel. Si je subis les reproches de mon supérieur, si j'ai du mal dans mon job, je vais me sentir nul. Et parfois, j'ai même pas besoin d'avoir des reproches extérieurs, je me les fais à moi-même, tant qu'à faire. Oui, de toute façon, je suis nulle, donc ça m'étonne pas si j'y arrive pas. Mais en plus, si je n'arrive pas à faire quelque chose, je m'identifie à cet échec et je perds l'estime de moi. Mais nous ne sommes pas un échec, nous vivons un échec. Et c'est juste une expérience sur notre chemin, rien de plus, ce n'est ni bien ni mal. Alors je vais vous prendre un exemple qui est bateau, mais un enfant quand il apprend à marcher, même s'il tombe, et il tombe quand même très souvent, il va quand même se relever et pour finalement y arriver. Aucun enfant ne s'arrête en se disant qu'il n'y arrivera pas, tous les enfants finissent par marcher. Mais non, parce qu'à cet âge-là, il n'est pas encore façonné par son ego, son mental ou l'image qu'il a de lui. Et surtout, il est encouragé. Et c'est peut-être d'ailleurs pour certains enfants le seul moment de leur vie où ils seront encouragés par leurs parents. Le truc qui est terrible, c'est qu'on se compare en permanence. Et alors avec les réseaux sociaux, là c'est le jackpot. Si déjà à la base je me sens pas vraiment quelqu'un de bien, forcément en me comparant aux autres, ça va s'accentuer. Quand je vais regarder leurs photos, leur vie parfaite, leurs vacances au paradis, leur maison sublime, oh là là, mais leur vie elle est tellement plus chouette que la mienne. Moi je suis moche, j'ai pas d'argent, faut que je fasse un régime, mes fringues c'est même pas des marques, je vis dans un taudis, je fais tout de travers, et allez, je m'enfonce. Encore, et encore, et encore. Alors on critique beaucoup les réseaux sociaux, à juste titre, souvent, mais rassurez-vous, c'était pareil avant, ça date pas d'aujourd'hui ça. Moi je me souviens quand j'étais au collège, mes parents nous avaient mis dans un collège privé, ils se sont privés d'ailleurs eux-mêmes, parce que c'était pas donné, mais ils voulaient qu'on ait les meilleures chances possibles. Et donc dans ce collège, il y avait quand même beaucoup de familles aisées. Et j'ai eu de la chance, je pense, parce que sincèrement, j'ai jamais subi de la part de mes copines des remarques ou des moqueries. Et à l'époque, ma mère commandait à la Redoute. Mais il faut savoir que le catalogue La Redoute, à l'époque, parce que oui, c'était sous forme de catalogue, c'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et il y avait 2 parutions du catalogue, papier donc, une parution en été et une en hiver. Et quand on le recevait, je faisais des croix partout sur tout ce que je voulais. Alors autant vous dire qu'il y avait des croix sur toutes les pages et que, bien évidemment, ma maman achetait selon ses moyens, c'est-à-dire pas grand-chose. Encore moins pour elle, la pauvre, parce qu'elle se sacrifiait pour nous. Bref, ça fait très Victor Hugo, Les Misérables, mon histoire. Mais je viens d'une famille ouvrière, donc pas pauvre, mais pas loin. Bref, pour l'hiver, elle m'achète un pull que je voulais absolument. Motif jacquard en acrylique, parce que la laine c'était trop cher, et j'en rêvais de ce pull. Et je le revois comme si c'était hier. Il était blanc avec motif jacquard. Et j'avais le pull et le pantalon Knickers rouge pour aller avec. J'étais tellement fière quand je l'ai mis pour aller à l'école la première fois, vous imaginez même pas. Parce que c'était à la mode à l'époque, je vous rappelle, on est dans les années 80, donc si vous savez pas ce que c'est un Knickers, allez voir sur internet, vous allez voir, c'est très joli, c'est très joli. Bref, j'ai mon pull, et pendant la récré, l'une de mes amies parle de mode, et dit en gros que La Redoute, c'est vraiment nul, et que les pulls en acrylique, c'est vraiment de la merde.
Alors là, comment vous dire? Heu, j'ai jamais su, hein, si elle l'avait fait exprès ou pas et peu importe d'ailleurs, mais je me suis sentie tellement honteuse. Si j'avais pu rentrer chez moi pour me changer ou me cacher dans un trou de souris, j'ai eu honte en fait à ce moment-là. Honte de pas avoir assez d'argent pour pas avoir, un pull en laine. Pas honte de ma famille, hein, ça non, j'ai jamais eu honte parce que je voyais tellement le mal qui se donnait pour nous que honte non, mais honte de moi, oui par contre. Honte du regard qu'on portait sur moi. Donc vous voyez, hein, réseaux sociaux ou pas, c'était bien pareil. Peu importe l'époque, peu importe la situation ou l'événement, l'estime de soi est très fragile. Et puis ensuite, eh bien, passé l'école, l'estime de soi, elle peut être mise à mal aussi quand on est en couple. Et là, ça peut être le pompon sur la Garonne. Je comprends pas, je tombe que sur des mecs qui me font souffrir. Au début, tout va bien, je suis la plus belle, la plus merveilleuse, et puis au fur et à mesure, il me fait des reproches sur mon physique, mon poids, mon intelligence. Et j'ai tellement peu d'estime de moi qu'il a forcément raison. Et là aussi, je m'enfonce, chaque jour, encore et encore. Je peux même aller jusqu'à accepter l'inacceptable. Bon, là, j'étais dans une relation toxique, hein, vous l'aurez compris, mais une simple rupture peut faire autant de mal. Alors, quand je dis simple, c'est par rapport à une relation toxique, hein. Évidemment qu'une rupture n'est jamais simple. Mais comment on se sent quand on s'est fait larguer comme une merde? Là, je le sais, hein, je l'ai vécu. Ben, on se sent comme une merde. Et là aussi, hein, pour se reconstruire, bouge ou ma poule, hein. Oui, oui, expression totalement normande qui veut dire accroche-toi Jeannette, t'es pas sortie des ronces. Alors, il y a plusieurs indicateurs qui montrent le manque d'estime de soi et je vais vous donner quelques exemples et voyez si ça vous correspond. Quand j'entre quelque part, personne ne me remarque, c'est comme si j'étais transparente. D'ailleurs, quand je rentre quelque part, je dis d'une voix totalement inaudible bonjour et j'ose à peine poser mes affaires pour déranger personne. Je n'ose pas dire non, même si ça ne me convient pas. Je me fais souvent passer devant quand je fais la queue dans un magasin. J'arrive pas à prendre la parole en public ou en réunion. Je pense toujours que les autres sont beaucoup plus intéressants que moi, alors du coup je préfère ne rien dire. Je fais souvent semblant. Je change d'avis ou de comportement selon la situation pour être acceptée. Je n'aime pas mon corps. Je n'ose pas me mettre en maillot de bain. J'ai souvent honte de moi, surtout quand je me trompe. Je me répète souvent que je suis nulle, et ça pour n'importe quelle situation. J'ai peur du regard et du jugement des autres, et je prends d'ailleurs souvent mal la critique que je vais interpréter de toute façon négativement. J'accepte des relations familiales, amoureuses ou amicales qui ne me respectent pas, même si je sais pertinemment qu'elles me sont nuisibles, mais je préfère ça à la solitude. Je pense que je ne suis pas aimable, et je m'attends souvent à être rejetée ou pas aimée. J'ai du mal à recevoir des compliments et quand j'ai du succès, je me demande si c'est vraiment grâce à moi ou un heureux hasard, le fameux syndrome de l'imposteur. Je le connais bien, lui. J'ai l'impression que pour avoir de la valeur et pour être aimée et reconnue, je dois posséder, avoir une belle maison, une belle voiture, un super job. Voilà, en gros, hein. Il y en a d'autres, il y a d'autres exemples, hein, évidemment. Et puis, il y a aussi certaines personnes qui vont réagir différemment, à l'opposé même. Par exemple, je me considère comme supérieure aux autres. Je suis le plus beau, je sais tout mieux que toi, je suis plus fort que toi, j'ai une plus belle maison que toi, bref. Là, on est dans l'excès inverse. Mais en définitive, c'est la même chose. C'est juste que je me protège de ma honte de moi et du manque d'estime de moi en écrasant les autres. Ça vous rappelle des choses tout ça, hein? Bah oui, si vous avez écouté l'épisode sur les 5 blessures de l'âme, vous voyez comme tout est lié. Avoir une bonne estime de soi, c'est avoir de l'amour pour soi. Suffisamment pour ne pas dépendre de l'amour des autres, pour se sentir bien, complet et en harmonie. C'est être aligné avec ses valeurs et ses envies. C'est être convaincu que même si je me trompe, ça n'enlève rien de ma valeur, parce que ça n'a rien à voir. Je m'aime tel que je suis, avec mes parts d'ombre, mes imperfections, parce que c'est ce que je suis. Je me connais bien, je ne suis pas différente en privé ou en public et je me moque du regard ou du jugement des autres. J'aime mon corps et je le respecte. Je me respecte et je sais dire non quand une situation ne me semble pas juste pour moi. Je reconnais mes réussites, mais je les étale pas. Je n'attends pas les compliments, mais je les accepte. En gros, je m'aime quoi. Et comme je sais que tout ça est bien fragile, je vais en prendre soin, chaque jour.
Et là, vous allez me dire, bon, ok, mais comment on fait justement pour retrouver l'estime de soi? Eh bien, sachez que c'est un long chemin. Et oui, comme d'hab, rien ne se fait en 2 coups de cuillère à peau. Ça prend du temps, tout ça. Et surtout, ça demande de bien se connaître et de repérer les petits trucs qui déconnent. Alors, attention, dans tout ce que je vais vous dire, tout ça n'engage que moi. Je ne suis pas psy, je vous donne mon avis par rapport à ce qui me parle, par rapport à ce que je peux expérimenter lors de mes séances en hypnose, et surtout par rapport à ma propre expérience de vie, qui est quand même pas mal longue, et qui a été aussi pas mal riche et mouvementée, mais je ne détiens pas la vérité. Donc, je le répète à chaque fois, mais si ça vous parle, tant mieux, si ça vous parle pas, c'est ok. Donc, comment on fait? Bien déjà, avec tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, commencez par repérer ceux qui vous semblent vous correspondre. Et demandez-vous à quel point ça vous pourrit la vie. Parce que si vous avez l'impression que ça vous gêne pas plus que ça, vous prenez pas la tête, continuez votre vie. On n'est pas obligé de tout régler. Le principal, c'est de se sentir bien. Par contre, si vous sentez que vraiment ça vous entrave dans votre quotidien, dans votre vie, là, il faut faire quelque chose. Donc une fois que vous avez identifié, pour moi la base c'est d'aller en chercher l'origine. D'où ça vient? De quand ça vient? Quand ça a commencé? Avec qui et pourquoi? Et là parfois on a besoin d'aide parce que ce qui est fondamental pour moi c'est d'aller réparer l'être de nous qui a été blessé et qui n'a pas été entendu ou reconnu dans sa souffrance. J'en ai déjà parlé mais je vois bien quand je le pratique en séance d'hypnose à quel point c'est libérateur. Parce que souvent on sait d'où ça vient. Mais bon, on a beau le savoir, on a beau avoir réglé nos comptes, même parfois, mais rien ne bouge. Rien ne bouge parce que l'être de vous qui a été blessé a besoin de s'exprimer. Il a besoin de dire à quel point il est malheureux. Et surtout, il a besoin qu'on lui dise que oui, vu ce qu'il a vécu, c'est normal qu'il soit malheureux. Donc il y a 2 méthodes pour ça, enfin moi celle que je connais évidemment, il y a donc l'hypnose transpersonnelle et l'écoute thérapeutique qu'on appelle aussi la maïeusthésie. Moi j'ai été formée à l'écoute thérapeutique puisqu'on la pratique en hypnose, mais je pense que je vais faire un approfondissement pour pouvoir être certifiée et puis l'exercer à part entière parce que je pense que vraiment c'est un outil hyper puissant. Alors si vous avez identifié, mais que vous n'avez pas forcément envie d'aller en chercher l'origine, ce que je respecte totalement, il y a évidemment d'autres outils très performants. Et je vais vous parler d'un en particulier puisque je l'ai fait. C'est un stage, une thérapie de groupe qui s'appelle Retrouver l'estime de soi. Et c'est une méthode qui a été créée par Will Schutz. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse regarder sur internet. Il y a pas mal de thérapeutes en France qui la proposent, parce que c'est quand même assez vieux. Moi sur Montpellier, je l'ai suivie avec Fanny Perrard, je pense qu'elle le fait encore, elle le fait toujours. Et sincèrement, ça a été vraiment une étape dans ma vie. Et je pense vraiment que j'ai gagné 10 ans de thérapie individuelle. Donc cette thérapie de groupe, elle est sur 5 jours. En principe, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai faite, c'est 5 jours, jour et nuit. Là, croyez-moi sur parole, après ces 5 jours, vous commencez à bien vous connaître et surtout, puisque c'est le but, de voir la jauge de votre estime remonter considérablement. Et puis si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une thérapie, et là aussi je le respecte totalement, il y a vos comportements dans votre quotidien. Et ça c'est tout simple à mettre en place. Simple et compliqué, parce que quand nos fausses croyances et nos comportements sont ancrés en nous depuis toujours, c'est difficile. Mais faites au fur et à mesure. Vous pouvez déjà commencer par arrêter de vous comparer aux autres. Personne n'est mieux que vous. Vous êtes qui vous êtes. Nous sommes tous différents et heureusement, ce serait bien triste. Si on vivait tout nu, il y aurait moins de problèmes d'ailleurs. Je sais que Philippe Catherine a choqué beaucoup de gens lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Moi perso, je l'adore. Mais c'est surtout, je trouve dommage parce que son message n'a pas été entendu. On a vu que la scène et on n'a pas écouté les paroles. Dans sa chanson, en fait, il dit « Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu ». Qu'on soit slim ou qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Vivons comme on est né, nu. Alors certes, je vais pas vous demander de vous mettre tout nu tous les jours, ça ferait un peu désordre, mais faites comme si en fait. Parce que on s'en fout d'être gros, maigre, petit, grand, avec les seins qui tombent ou avec pas de seins du tout. On s'en fout. On est beau, point. Donc chaque jour, regardez-vous dans la glace et avec plein d'amour, dites-vous « Je suis belle, je suis beau ». Et c'est pas du narcissisme, c'est juste se donner de l'amour et aimer ce corps qui est notre
notre véhicule terrestre qui est important, qui est indispensable et qui nous accompagne de la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Donc soignons-le, aimons-le. Ensuite, apprenez à dire non. Et ça, c'est super dur. Vraiment, ça, c'est super dur. Et croyez-moi, le premier non, il va falloir aller le chercher. Mais purée, qu'est-ce que c'est libérateur. Arrêtez de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire uniquement pour faire plaisir. Si quelqu'un vous aime à cette condition, c'est qu'il vous aime pas en fait. Donc il dégage. Pardon, mais à un moment donné, il y en a marre. Donc, dans chaque situation de votre vie, si on vous demande de faire des choses qui ne vous respectent pas, si vous dites oui, vous ne vous respectez pas. Stop! Osez dire non. Et ça vaut pour tout. Chef qui vous parle mal, stop. Enfant qui vous bouffe, stop. Partenaire qui vous demande des trucs, y compris dans l'intimité, et que vous n'avez pas du tout envie de faire, non. Stop, 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 stop. Point final. Oh, c'est qui le patron là? C'est vous. Ensuite, regardez tout ce que vous avez fait dans votre vie. Des choses que vous avez fait seul, alors que vous vous en sentiez pas capable. Et pas forcément des grandes choses, non, des petits trucs du quotidien. Moi, je peux vous dire que la première fois que j'ai trouvé un appartement pour mes filles et moi, que j'ai tout organisé toute seule, mais purée, qu'est-ce que j'étais fière de moi. C'est rien en soi, mais pour moi, c'était énorme. Il n'y a pas de petite victoire. Tout est important. Arrêtez-vous un moment, regardez en arrière, regardez tout ce que vous avez accompli. Et purée, mais soyez fiers de vous. Vous l'avez fait. Bravo, c'est génial. Ensuite, oubliez tout ce que vous avez entendu depuis toujours. Toutes les moqueries, les brimades, les violences verbales, les remontrances, les comparaisons, les injustices, tous ces mots qu'on vous a dit, tout ça, ce n'est pas vous. Ce sont ce que les autres pensent. Et c'est leur droit de le penser. Mais ce n'est pas ce que vous êtes. Alors évidemment, là je pars du principe que vos comportements ne sont pas en lien. C'est-à-dire que si effectivement vous vous êtes mal conduit avec quelqu'un, là pour le coup, le reproche peut être justifié. Le reproche, oui, l'insulte, non. Mais si c'est pas le cas, débarrassez-vous de tout ça. Allez hop, poubelle. Et puis si on vous fait un compliment, si on vous dit que ce que vous faites c'est bien, acceptez. Ça vous aide à prendre conscience justement que vous avez de la valeur, que vous êtes valable, que vous êtes aimable, que vous êtes respectable. Et entretenez-le. Faites-en un mantra dans votre lit le soir, mettez-y tout votre amour et dites-vous « Je suis valable, je suis aimable ». Aimez-vous, car vous êtes l'amour. Nous ne sommes que ça. Chacun et chacune, chaque âme de ce monde a oublié qu'elle n'est que ça. Reconnectez-vous à cet amour. Prenez votre place, car vous avez votre place dans ce monde et votre vie est plus importante que celle de n'importe qui. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous aura aidé un peu, car c'est vraiment pour ça que je fais ce podcast en fait. C'est pour essayer de vous aider au maximum avec mes petites expériences de vie. D'ailleurs, je pense que je vais mettre mon livre en audio, en épisode, un dimanche sur 2, parce que ça vous donnera vraiment une vision de comment j'ai pu, moi, me remettre d'un traumatisme et comment j'ai pu retrouver l'estime de moi et la confiance en moi. Dites-moi d'ailleurs si ça vous tente. Je me disais que je pourrais lire à chaque épisode un chapitre et que je commenterais avec le recul que j'ai aujourd'hui. Bon, je vais réfléchir à tout ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.